faire une présentation rapide de GraphQL. Je ne suis pas très bien préparé, donc ça va être un peu du freestyle, ok? Putain, moi j'ai passé des semaines sur ma fraise et toi. De toute façon, c'est que je reviens tout juste de vacances, donc voilà, je préfère garder les vacances pour moi. Donc voilà, je parlais de GraphQL. 2 jours. GraphQL, alors du coup, j'ai mis en première ligne définition, je l'ai traduit en français, j'ai tout traduit, hein, comme ça c'est du français ici. J'ai mis GraphQL est un langage de requête pour API, parce que sur le site vous allez voir qu'en fait il y a marqué GraphQL is a query language for APIs. En fait, ce qu'on comprend derrière GraphQL, c'est qu'en fait c'est une interface, ou ce qu'on peut appeler, simplement appeler un data layer, c'est une interface pour pouvoir communiquer avec une base de données ou avec un service, un moyen de pouvoir consulter des données. Donc en gros, je rentrerai un petit peu plus loin dans les termes techniques, les concepts qu'il y a derrière, mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que c'est une interface, donc c'est un data layer. C'était conçu dans les concepts, c'est que quand Facebook l'a créé, à la base, ils avaient déjà Graph. Vous connaissez peut-être la technologie Graph de Facebook. À l'époque, en fait, vous mettez une API en libre service où vous pouvez l'utiliser avec, vous tapiez des requêtes dans un éditeur ou même au travers d'une API et vous pouvez consulter les données directement. Donc ils ont repris ça. Ils avaient un système en interne, ils l'ont repris, ils ont décidé de le mettre open source. Donc bon, l'idée derrière de GraphQL, c'était premièrement de réduire la friction entre le backend et le front-end. Donc en gros, backend et front-end, c'est quoi? C'est qu'en gros, quand on veut, enfin vous connaissez tous, hein, je ne vais pas vous apprendre votre job, mais Project Manager décide de faire une nouvelle fonctionnalité, à chaque fois, on va aller voir le backend, le front-end va aller voir le backend et dit bon, j'ai besoin d'API, j'ai besoin de ces données pour pouvoir monter mon interface. Donc du coup, au bout d'un moment, les gars se sont dit, eux, ils ne sont pas à faire pas une fonctionnalité par mois ou une fonctionnalité tous les 6 mois, ils en font 10 tous les 4 matins. Donc en gros, ce qu'ils se sont dit, c'est que on va arrêter de faire ça, on va peut-être concevoir. Ils se sont arrivés à ce concept de GraphQL, ils se sont dit, on va créer une bonne fois pour toutes un moyen de consulter les données via une API, et après le front-end pourra, si oui ou non, modifier son API comme il le veut. Donc du coup, pour plein de bonnes raisons, GraphQL existait, que je vais lister après. Voilà. Donc du coup, deuxième concept, facilement transformable dans le temps, rétrocompatibilité assurée. Donc pour ceux qui, enfin, vous savez bien, quand on fait des API, ce qui est difficile, c'est qu'une fois qu'on l'a fait et qu'elle est en production, c'est difficile de revenir dessus. On a peur que ça casse, on ne veut pas la changer parce que la structure des données qui est consultée par le front-end, elle est immuable, donc c'est-à-dire que si on la change, elle va casser. Et donc du coup, l'avantage avec GraphQL, c'est que l'API est évolutive, et du coup, il y a une rétrocompatibilité assurée. Donc, elle est assurée que si le développeur fait bien le travail, mais en gros, elle est quand même assurée dans le concept, quoi. Donc, elle permet de récupérer juste ce dont vous avez besoin d'un seul endpoint. Alors, endpoint, vous savez ce que c'est, pour les plus jeunes, c'est une URL. Mais du coup, juste ce dont vous avez besoin, c'est combien de fois c'est arrivé où on a mis une API en ligne, on s'est dit, tiens, ça c'est l'API d'utilisateur, utilise-la, et pour une autre page qu'on aura besoin, on va utiliser la même API, mais on aura 2 fois trop de data parce qu'en fait, elle n'était pas conçue pour ça. Et donc du coup, on charge beaucoup trop d'infos et du coup, on réduit la rapidité de la page. Même si c'est allé quelques millisecondes, on réduit. Donc du coup, l'avantage de GraphQL, c'est qu'en fait, toujours avec la même API, on peut modifier la requête et du coup, on va consulter que les données qu'on a besoin, sans avoir à changer le backend, l'implémentation du backend. J'ai rajouté une complète et compréhensible documentation des données de l'API. Ça va venir aussi par la suite. En fait, le data layer, il est typé. En fait, toutes les données sont typées. Il est conçu pour être documenté, de sorte que les informations que vous allez consulter, vous savez de quoi vous parlez. Vous allez chercher la colonne dans une table name, vous savez savoir que c'est un string. Et donc du coup, le fait de documenter l'API, elle va en ressortir une documentation qui vous servira à aller consulter l'API. Donc du coup, vous êtes informé directement de comment est monté le GraphQL. Fournit un ensemble d'outils qui facilitent son développement et son intégration. Donc GraphQL, c'est bien la technologie dans laquelle on parle. Il y a tout un tas d'outils qui permettent l'intégration rapide ou de le connecter à une base de données. Un peu pour ça. Connecter à une base de données. Je ne rentrerai pas dans le détail des utilities qui sont à dispo, mais vous allez voir que si vous consultez la documentation, c'est quand même assez rapide. Du coup, j'ai mis un petit comparatif, vite fait, c'est exhaustif, hein, mais j'aurais pu mettre une image, je pense que ça vous aurait parlé aussi. Mais rapidement, la différence entre REST et GraphQL, si vous regardez sur la première ligne, j'ai mis API REST, on voit get, post, put, delete. Vous vous rappelez, ça c'est toutes les méthodes qui sont dispo. Avec REST, on respecte, on les utilise toutes, elles sont toutes à disposition et généralement on les construit, si on utilise la méthodologie CRUD, on sait plus ou moins ce qu'on va utiliser, c'est parlant. Donc du coup, j'ai mis sur les pros, mise en place rapide. Donc mise en place rapide parce que ceux qui sont sur un MVC, ils vont utiliser un contrôleur, bam, vous avez avec votre routeur et votre contrôleur, vous avez votre API.
Si vous utilisez des fonctions lambda et vous juste un serveur, un cloud distribué, bon, bref, vous savez ce que c'est une fonction lambda sur un serveur distribué. Et donc voilà, c'est quand même assez rapide, la mise en place d'un REST est assez rapide. Avantage, et là je le mets parce qu'en fait il est à comparer à GraphQL, c'est qu'on a un respect de l'architecture HTTP. Donc quand je parle de get, post, put, delete, en fait le reste, on respecte ça, en fait ça documente, on sait l'API de quoi elle parle, c'est-à-dire que c'est un post, on sait qu'on va aller modifier des données. Alors que GraphQL, si vous regardez le côté, en fait on a que post, même si on va consulter des données. Donc en fait on peut faire que deux choses avec GraphQL, ce qui est déjà pas mal, c'est vous faire des queries et des mutations. Les mutations c'est pour modifier des données, mais toujours au travers du post. Donc en fait, vous allez voir qu'après je vais parler un peu, il y a des contraintes à ça. Mais du coup sur les points négatifs de REST, les API sont figées, difficulté à maintenir dans le temps, donc ça vous le connaissez. Système de versionnage crucial spécifiquement pour les API publiques. Donc pour tous ceux, j'imagine la DTC ou d'autres qui ont fait des API publiques que les gens vont utiliser, une fois que vous l'avez mis en ligne, c'est fini. Hein. Mis à part un bug, vous n'allez pas le retoucher le code. Et du coup, vous allez vous mettre à faire des Swagger, vous allez documenter vos API, les gens vont utiliser, ils vont vous poser des tonnes de questions, je ne comprends pas, j'ai utilisé ça, le token il ne marche pas, ici et ça. Peu importe de comment elle a été mise en ligne, vous savez que si vous devez en faire une nouvelle version, enfin si vous voulez la modifier, ça sera une version 2. Et donc du coup, vous allez devoir les versionner. Pour le GraphQL, sur les pros, j'ai mis pas de versionnage nécessaire, donc l'API est vraiment évolutive, c'est-à-dire que sans risque d'erreur, on peut rajouter, par exemple, si on a fait que la moitié de l'implémentation des données de la base, par exemple, si on avait décidé d'exposer toutes les données de la base, et ben, du coup, on peut continuellement développer sans même avoir se soucier des données qui ont déjà été créées. Bon, bien sûr, il ne faut pas changer la structure des données, mais ça n'importe qui le sait. Sur les désavantages, courbe d'apprentissage plutôt longue, donc c'est vrai que c'est un peu comme React. Au début, c'est un peu galère, voilà, ça a été créé par un gars, c'est pas de quoi me parler, puis au bout d'un moment on le comprend. Mais c'est vrai que comparé à une API en REST, ça met un peu plus de temps à setup au départ, donc il y a un peu plus de temps de développement, mais une fois que c'est terminé, généralement on revient pas dessus, ou alors juste pour apporter des améliorations. Mais du coup, il y a cet avantage-là. Et là, j'ai mis, donc là, pour les fous du header et tous ceux qui sont non, la mise en cache et tout ça, toutes ces choses-là. Du coup, la mise en cache avec GraphQL, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que là, en fait, les requêtes sont post. Donc, faire une mise en cache sur un header en post, c'est un peu caca, quoi. C'est même pas recommandé de toute façon. Donc, en gros, il va falloir faire des mises en cache à d'autres niveaux, soit sur la base, soit sur la collecte des données, c'est-à-dire si on fait du Redis ou des choses du genre. Je sais pas, apparemment, c'est pas bon. Et du côté client, certainement, on peut faire aussi des choses. Si on a un client serveur, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez un Node.js qui viendrait consulter cet autre GraphQL, là on pourrait faire des mises en cache, des queries. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, comment on va consulter en post des informations qu'on va aller récupérer, du coup, comme on ne les met pas en cache, on peut ralentir la requête. Alors qu'il y en a qui c'est très bien sur un large volume de données, si on les met en cache, elles vont loader beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un des désavantages. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le détail de GraphQL. Donc GraphQL, voilà, le cœur de GraphQL, c'est ça, c'est le typage des données et les validations. Donc la librairie GraphQL fournit une interface complète pour le typage des données. Quand vous utilisez GraphQL, vous avez à disposition tous les types qu'il vous faut pour pouvoir, tout le typage qu'il vous faut pour pouvoir mettre en forme vos données. Et donc du coup, de ça va découler la validation. Donc quand vous créez vos API en REST, derrière, il faut aller vérifier si les données sont valides. Vous allez passer tout un tas de traitements pour consolider. Là, en fait, le fait de typer fortement vos données fait que vous allez documenter votre API, mais aussi que vous allez consolider la validation. Donc, rien ne pourra rentrer si les données ne sont pas conformes. Donc, le typage est conforme au standard des bases de données. Donc là, on sort pour ceux, évidemment, on n'est pas dans du script ou de la programmation. Les types, ça va être, voilà, c'est des primitives, et après, on va parler de types scalaires. Donc, je brièvement vous les montrer, mais voilà, vous allez voir des choses comme enum, vous allez voir des choses comme note, c'est pas un type, mais string, tout ça, des choses que vous connaissez déjà, mais voilà, vous allez voir des choses comme enum, pour ceux qui font par exemple du RPC ou du gRPC, ça c'est des choses qui parlent quand on commence à faire des data layers. GraphQL est agnostique des langages qu'il supporte, donc en fait GraphQL c'est une brique, elle peut être connectée à tout type de langage, et ils supportent la quasi-totalité des langages du marché, enfin en tout cas les plus connus. Donc je vous montrerai après sur la démo, je vous montrerai comment le setup rapidement en Node.js, et après j'ai une démo en production en PHP que je pourrais vous montrer aussi. Le typage fort permet notamment la documentation de l'API, donc ça je vous l'avais dit. Le type informe le développeur sur comment les consulter, sur comment consulter les données et à quoi elles ressemblent.
Et SDL, donc ça c'est le concept sur lequel les développeurs sont partis, ils se sont dit, alors le SDL c'est un vieux truc, j'ai pris la définition évidemment sur Wikipédia, ça vient pas de moi, mais ce langage a pour objectif de décrire de manière non ambiguë le protocole de télécommunication. En fait le SDL c'est un truc qui a été fait à la base sur la télécommunication, vous avez des tierces technologies et il fallait communiquer entre elles. Donc en fait on comprend bien que le data layer il fournit une API compréhensive pour des technologies qu'on ne comprend pas quoi. Pour le reste, donc du coup, après le reste c'est les queries et les mutations. Donc vous mettez à dispo, vous pouvez consulter GraphQL en faisant des queries et après vous avez les mutations, donc je vous montrerai des mots après. Donc les queries sont conçues pour retourner uniquement ce qui est nécessaire à la mise en forme de l'interface client dans un souci d'optimisation du temps. Donc en gros, vous pouvez faire une requête et juste aller récupérer une valeur, mais si vous allez voir la syntaxe, c'est presque du YAML, je sais pas si il y en a qui connaissent un peu GraphQL. C'est comme du YAML en fait, là, on est déconnecté de la structure de l'objet, tout est simplifié, donc en gros, c'est facile d'aller rapidement modifier de consulter son API et modifier le code duquel on a besoin. La combinaison des queries est possible. Alors combinaison possible via une requête au serveur. Alors ça c'est vraiment pratique. En fait, pour tous ceux qui font des, alors je sais plus si c'est SAP ou SPA ou vous faites des single page applications, là, pour tous ceux qui font du Angular et tout, et ce qui se passe c'est quand on fait son dashboard, on ne peut pas loader un méga de data et puis monter le dashboard, ça prend une demi-heure, sinon on se retrouve avec le truc qui spin comme ça pendant une demi-heure. Donc j'exagère, si t'es à l'IFU, je pense que ça peut t'arriver. Du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, on fait le lazy loading. Donc on va faire nos petits fetch de manière asynchrone, on va loader la page, on va aller chercher les données qu'on a besoin. Avec GraphQL, on peut toujours faire le lazy loading, mais par contre, on peut combiner les queries au travers d'une seule requête. Donc en fait, on monte nos requêtes, elles peuvent être même génériques, c'est-à-dire qu'on peut mettre les requêtes dans un fichier. Donc on sait que ça va être aller rechercher la requête utilisateur avec en argument l'ID. Pas besoin d'échanger 50 fois, et du coup vous la mettre dans un fichier, et la chercher et la coller dans votre fetch. Donc c'est quand même assez pratique, et donc du coup vous pouvez les combiner pour aller chercher les valeurs que vous avez besoin. Il y a encore d'autres choses, on peut faire des fragments et tout, c'est quand même assez pratique. Les mutations permettent la mise à jour des données en gardant le concept de collecte de données. Donc, la syntaxe est quasiment la même, c'est juste qu'on sait qu'on a argument, on va récupérer les arguments pour aller modifier, et du coup, bon bref, je vous montrerai, voilà, c'est quasiment similaire. Du coup, alors, le résolveur, du coup il y a ce concept de typage, et après il y a le résolveur. Donc en fait, comme c'est juste une interface, la base de données est toujours derrière. Et donc le résolveur, c'est le point de résolution des données permettant par exemple connexion à la base ou encore consultation des données statiques. Donc en gros, vous avez une fonction, c'est un callback pour ceux qui font du JS, pour d'autres c'est simplement une fonction qui irait, elle peut être asynchrone ou pas, qui irait, là, à partir de ce moment-là, on sait quelles données on a besoin, quels sont les arguments, et du coup là on peut aller consulter la base. Donc si on a un mapping très propre, ça va être simple, si vous utilisez un framework de type Symfony ou Laravel, vous pouvez directement le brancher sur votre query builder, tout coule de sens quoi. En fait vous n'avez pas besoin d'injecter ça dans votre query builder et ça marche tout seul. Et du coup à la fin j'ai marqué, donc ça c'est encore un autre des concepts qu'ils utilisent et qui est quand même très présent dans la documentation, c'est le abstract syntax tree, donc du coup ça fait référence à la syntaxe, de comment vous l'écrivez. Et du coup, le mot ST n'est qu'un moyen sophistiqué de décrire des objets profondément imbriqués contenant des informations relatives à une source de code, la source de data. Donc voilà. Donc ça c'était pour déjà la démo. Donc je vais essayer de ne pas faire ma sac. Donc je vais vous montrer vite fait comment on fait, en gros à partir de la documentation, comment on fait le Word qui est donné. Ici, si on regarde tout en haut, on a les imports, vous connaissez tous Node.js. On a besoin de trois choses. En fait, la première, c'est le schéma. Donc forcément, c'est le schéma des données, ça va être la structure. Donc là, à partir de là, on va avoir les types. Alors, ils mettent le type query. La raison pour laquelle ils mettent type query, là, c'est parce qu'ils ont ce utils qui s'appelle build schema et qui vous construit un schéma de manière dynamique. En vrai, le schéma, il faudra aller utiliser plus. Je vous montrerai sur le deuxième exemple. On aura des vraies fonctions, des vrais appels à la fonction sur lesquels on va passer des propriétés. Là, avec la même syntaxe qu'on utilise dans les requêtes, on pourrait construire le schéma. Donc on dit la propriété c'est hello et le type c'est string. Du coup après par exemple on peut aussi on peut construire nos types. Donc là celui-là le type query je ne peux pas le changer. Mais si je fais un type, alors du coup je vais finir mon explication juste sur le route. Donc c'est bien la partie résolveur, c'est les fonctions qui vont aller chercher l'information. Donc là en gros on voit bien le même mot qui fait référence à hello. Et après sur la query c'est la query que je veux faire. Là en gros je passe pas du tout par un HTTP, je fais pas de serveur. En gros si j'exécute le code là tout de suite, il va juste me retourner
retourne hello world. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, là, ça c'est sûr, on va dire c'est quasiment l'implémentation, ça c'est ce que vous retrouverez de la part du côté client, en gros vous allez faire la requête. Donc je vais vous montrer rapidement, par exemple si je devais faire un autre type, alors, je vais faire un type custom. Du coup, je vous rappelle tout à l'heure, je vous parlais de types scalaires, et en fait les types scalaires, c'est presque des primitives. En fait ce qu'il y a, c'est qu'on peut faire des customs de type scalaire, donc en gros on peut créer notre type. Donc en gros, notre type il ressemblerait à ça, en gros ce serait presque un type complexe. Et donc là pour by ça s'écrit pas comme ça. Et donc voilà, et à l'intérieur je vais faire je sais pas ce que je vais faire. Good by word. Ouais, good by word. Du coup je fais pas good, non c'est pas comme ça. Bon je vais écrire hello, on s'en fout, c'est pas important. Du coup c'est un peu confus mais je fais un string. Vous pouvez pour spécifier s'il est non nul ou pas, vous avez juste à mettre l'exclamation devant, là je sais pas comment dire, je peux me passer en anglais. Et et donc du coup voilà. Et donc après ici je peux y faire référence. Donc je ferai mon by. Alors, du coup ça va comme ça, on va être en by comme ça, et après je peux directement faire référence là comme ça ici. Sur le resolver, ce qui se passe c'est que du coup mon type by, c'est plus un string. Là, mon type by c'est un type scalaire, c'est un type complexe. Donc ça va être un objet. Donc en gros juste ce que je voulais montrer c'est que ici sur du coup si je fais un by, ce que je vais retourner de ce. Donc là c'est des arrow functions, hein, donc je vais directement retourner un objet. Et du coup à l'intérieur je vais remettre hello. Je fais un by. Et du coup maintenant sur ma query, je vais pouvoir avoir by. Et là je vais aller chercher le hello à l'intérieur. Si je retourne ça. Non, ça va marcher. Ça c'est les démos là, pas bon. Ah oui, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc en gros ce que je faisais c'est que j'allais directement chercher la propriété, ce qui était pas cool. Donc là je vais remettre mon hello. Et du coup voilà, il vous retourne un objet. Ah oui, vous n'avez pas grand chose en fait. Je peux zoomer. Voilà. Donc on voit. Aussi, je vais peut-être zoomer. Donc voilà, vous avez des questions par rapport à ça? Vous voyez un petit. Là, évidemment, c'est pas parlant. Hein. Là, on ne voit pas de base de données, on ne comprend pas ce que c'est, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin d'un schéma, on a besoin d'un resolver, c'est-à-dire la fonction qui va chercher les informations, et ça, c'est la syntaxe qui est utilisée pour aller faire la query. Donc en gros, là, je vous ai montré à partir de types. Maintenant, je vais juste vite fait aller sur la documentation et je vais vous montrer les types possibles. Donc là, par exemple, je prends cet exemple je prends ce code pour le deuxième exemple, et vous voyez, on a hero. Et donc hero ça pourrait être une table, ça pourrait être une view, mais on va dire que ça serait une table. Et on a name et appears in. On voit bien que c'est appears in, ça serait presque une relationship ou une méthode qui nous retourne un tableau. Donc voilà, en gros ça ressemble, là, en entrée ça ressemble à ça, en sortie ça ressemble à ça. Là pour l'instant on n'est pas trop dans le typage. Là par exemple on dit voilà, on a un type caractère, donc là c'est un type un petit peu plus complexe avec à l'intérieur. Pour synthétiser, caractère ça pourrait être une table et les colonnes ça serait name, la colonne ça serait name. Okay. Donc du coup si vous faites votre mapping par rapport à votre table, ça ressemble à ça. Après le mapping c'est vous qui le faites, hein, mais généralement c'est mieux d'être un petit peu d'être ressemblant, parce que du coup c'est plus parlant. Starship, donc là ce qui se passe c'est qu'on peut passer des paramètres, des arguments. Du coup, donc là en fait on voit bien que l'inf c'est un type complexe mais qui lui prend un argument et du coup il peut aller filtrer à l'intérieur. Les mutations, je vous dis, c'est exactement la même syntaxe, sauf que à partir de là, on peut aller transformer les données. Et les types scalaires, voilà, vous avez int, float, string, boolean, et après vous pouvez avoir des choses plus complexes. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'énumération, du coup, par exemple, pour ceux qui sont familiarisés avec le RPC, eh ben, du coup c'est des choses que vous allez retrouver. Là c'est une liste, on a une liste de strings, du coup on va faire un type enum. Ah non, il y en a qui font du TypeScript, non? Bon, le TypeScript, généralement, vous allez voir apparaître quand vous faites un tableau de string. Le type qui est utilisé pour définir le type, c'est le enum. Donc voilà, vous avez le nom nul, donc c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour passer, quand on sait que ça va être, on va retourner un string ou un nom, enfin un string ou un integer.
là par exemple, c'est les brackets qui vont définir que ça va être une liste d'épisodes. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, on peut aussi gérer les relationships, parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que si imaginons que vous êtes sur Symfony, vous avez une table, on prend un exemple après avec les restaurants, mais les restaurants peuvent avoir des menus. Et bah, du coup, épisode, dans le cas de ce cas-là, épisode, menu serait épisode. Et du coup, on aurait appelé menu avec un S, et le type, ça serait restaurant, quoi. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on gère les relationships. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur la documentation, je pense que vous laissez, on peut faire des interfaces. Dans les interfaces, c'est juste des modules génériques de type, en fait, juste pour des modules génériques. Et donc, du coup, après, on peut les étendre de la manière qu'on fait des. Il y a plein de choses. Je voulais peut-être vous montrer juste une chose, une peut-être pas. Si je les retrouve, c'est qu'on peut faire des fragments. Donc du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut faire des portions de requêtes qu'on peut stocker quelque part, qui sont propres et qui sont vérifiées, et que du coup, on peut réutiliser à d'autres endroits. On peut aussi faire des alias, faire tout un tas de choses. Je vais vous laisser étudier ça et je vais vous montrer ce bout de code qui, lui, en fait, est basé sur. Alors, je l'ai appelé Star Wars. En fait, j'ai toujours pris de la démo de GraphQL. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est qu'il se connecte à Express. Donc, vous connaissez tous Express, et qu'il va servir une API. Il va monter un site. Il va monter un serveur sur lequel il va servir l'API GraphQL. Vous allez avoir l'endpoint GraphQL, et du coup, on va pouvoir passer des queries. Et du coup, à l'intérieur de ça, il y a toute une librairie sur laquelle vous avez une interface pour pouvoir consulter. Donc, Star Wars, je vais retourner sur mon localhost ici. Donc voilà. Et donc je vous disais tout à l'heure que le typage permet la documentation. Alors ça, c'est un des outils qui est super cool, qui est mis à disposition, qui s'appelle GraphQL. Alors du coup, qui est dispo directement quand vous utilisez la librairie Express GraphQL. Et du coup, si on voit le type query ici, à l'intérieur, on voit les requêtes possibles. Donc j'ai hero, human, et vous dit le type des arguments. Et à l'intérieur, vous dit le type de ce qui est retourné. Et là, vous voyez ID string. Et donc, du coup, directement, on peut consulter. Donc là, je suis bien sur le héros caractère, ouais, des caractères. Donc là, j'ai name. Si je fais. Non, c'est pas comme ça. Si je le fais comme ça, on n'a pas aimé. Du coup, comme c'est un type complexe, je suis obligé d'aller chercher les informations. Si je regarde caractère, en fait, il se rappelle lui-même. Donc, c'est juste, c'est des relationships. Donc, du coup, ça ressemble à ça. Donc, c'est vraiment pratique, du coup. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai appears in. Donc ça pourrait être, ça c'est un petit peu custom, mais on peut voir. Il a pas, en fait, vous remarquerez qu'en fait, quand il ne le reconnaît pas, il le souligne. C'est quand même assez pratique. Donc du coup, vous savez si vous faites une erreur de syntaxe ou pas. Et là, je sais en faisant ça que j'ai pas besoin d'arguments. Et du coup, comme c'est, il n'a pas l'air d'être trop chiant, mais si on va voir. Je fais ma requête. Voilà. Il me retourne. Donc ça, c'était bien le type enum dans lequel je vous parlais, qui me retourne un tableau de string. Donc voilà. Du coup. Vous avez des questions? Non. Alors du coup, à quoi ça ressemble en termes de schéma? C'est ça, on va essayer. Alors j'ai laissé la documentation, tout ça je l'ai pris, c'est le code qui s'en sert pour les tests unitaires. Donc là j'ai data, en fait ça c'est là où j'ai mon résolver, mais c'est tout. Et après vous avez besoin de toutes ces instances, là, c'est des objets qui font partie de GraphQL, et donc du coup qui vont définir les types. Donc vous avez pour définir le schéma, et après vous avez tous les types. Cette partie-là qui est commentée, je ne sais pas si elle n'est pas assez claire, je vais zoomer. Il ne voit pas grand-chose. Ça, c'est à quoi ça ressemblerait si on devait utiliser le build schema, ce que je vous ai montré tout à l'heure, en utilisant la syntaxe un petit peu particulière. Donc on voit, si je commence, vous avez tout en haut le enum, c'est juste une liste. L'avantage et le désavantage de l'utiliser comme ça, c'est qu'en fait, par exemple, là, il va pas c'est difficile d'identifier le new hop, parce qu'en fait, quand il va le créer en type, en objet, vous allez voir un peu plus bas, il ne va pas nous retourner de valeur. Donc en fait, on n'a pas d'identifiant pour aller chercher ça. Si on devait aller le consulter, il faudrait juste aller faire un comparatif de string, ce qui est un petit peu chiant. Donc là, vous voyez une interface. Donc en fait, c'est juste le moyen générique. C'est un type générique qui est implémenté pour Human, Android. Et après, vous avez la correcte. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est obligatoire, parce qu'elle est liée par défaut. Quand on le fait directement en JavaScript, un enum, ça ressemble à ça. Et donc, vous le nommez épisode. Vous mettez la description est utile, elle est d'ailleurs même recommandée. Et après à l'intérieur, vous voyez new hop. Sur la structure de l'objet, vous voyez new hop qui est égal à un objet et dont la valeur est 4. Et donc du coup, c'est comme ça que vous pouvez aller consulter les informations. Et du coup, dans le résolver, c'est un petit peu plus simple d'aller vérifier par un identifiant. Enfin, de manière générale, c'est quand même un peu plus clean. Et donc voilà. Ça va être l'interface.
Donc là, vous voyez bien ici l'instance, c'est new interface, new GraphQL interface type. Et donc toujours pareil. Donc là, par contre, la différence c'est qu'on va avoir des fields. Et les fields, ils font bien référence, si on part en termes de base de données, c'est bien référence à nos colonnes. Donc là, c'est là où en fait le typage va se faire, le typage très fort va se faire, c'est qu'on va dire que ID est un type, c'est un nom nul, et le type, alors là il va être un string. Moi dans mon exemple je l'ai pas mis en string, mais bon, là, il est en string. Friends, vous voyez, vous avez GraphQL list, donc là on sait que c'est une liste qui va être retournée, et ainsi de suite, string. Et donc là on parle du résolver. Là c'est un résolver de type parce qu'il fait, parce qu'en fait, je peux rentrer dans les détails maintenant. Il est différent du résolver de celui-ci, de l'object type, que vous allez voir ici, où je fais sur le resolve. Où est-ce que je l'ai mis là? Voilà. Par exemple ici j'en ai un directement sur le friends. C'est juste la fonction, et j'ai une fonction qui fait getFriends et je passe directement le paramètre. Alors que sur Resolve type, c'est comme en fait, il est générique, il a besoin de savoir à qui il appartient, c'est pour ça qu'ils ont appelé Resolve type. Donc en gros, vous regardez, si je remonte, il y a un type qui est passé, il va vérifier qui il est et après il retourne la bonne instance. Donc bon, c'est un peu chiant au départ, c'est très manuel, il faut rentrer à la main, c'est quand même redondant et tout, mais une fois que c'est fait, après c'est parfait, c'est-à-dire que vous ne touchez plus. Donc après je vous montrerai pour ceux qui sont familiers avec le PHP à quoi ça ressemble. Là c'est toujours pareil, un GraphQL, c'est toujours un objet de type. J'ai toujours une ID, et là j'ai pris ma function, mais ça je peux rentrer dedans, c'est un peu chiant. Et, donc, voilà. Et après, à la fin, ils ont créé cette affaire de query. Ah non, en fait, il y a toujours la query, et donc voilà, et en fait là je l'ai redéfini les queries. Là en fait j'ai raté un épisode, désolé. C'est pour ça que je vous dis que je n'étais pas bien préparé. Et donc caractère interface, donc le type il fait référence à la variable qui a été créée plus haut, et les arguments en fait, ah oui il faut définir les arguments. Ah oui, donc là on fait la définition de la query, donc on peut savoir quel type d'argument est attendu ou pas. Et donc là on revoit les résolveurs. Et donc voilà, après vous retournez comme ça. Une fois que vous avez votre schéma, si je retombe sur mon exemple Star Wars ici, je vous montre juste le détail à quoi ça ressemble. J'avais juste mis des objets comme ça, en gros c'est comme si c'était une entrée de table. Et là j'ai des petites méthodes qui vont aller chercher les objets, donc c'est rien de bien compliqué. Si je retourne ici, j'appelle mon schéma, j'ai fait un appel à Express, enfin, je fais mon instance d'Express, et à l'intérieur, je passe juste le schéma, et du coup, si je retourne là, je peux bien les consulter. Donc, si je retourne sur les queries qui sont disponibles, j'ai human, le type était toujours le même, mais du coup là il faut spécifier l'ID. Alors je crois que l'ID c'était un string. Je crois que l'ID donc voilà, ça ressemble à ça quand on a un petit peu posté. Là, le modèle d'avant il va retourner une liste. Donc voilà, donc maintenant si ça vous intéresse, je peux vous montrer en PHP. Ça va jusque là? Ouais. Bon, tu nous as perdu. Non, mais ouais. Alors du coup, en PHP, si vous allez sur la documentation, je ne suis pas allé parce que j'ai pas trop de temps. Si vous êtes en documentation, vous allez voir les librairies qui font l'implémentation de GraphQL dans les différents langages. Moi, comme là, c'est la démo est dans Laravel, en fait, il y a un wrapper, donc vous avez un wrapper qui embed la librairie et qui me permet de faire ça. Donc si je regarde le composer, je n'ai plus le nom exactement, mais il s'appelle Rebling GraphQL Laravel. Pour ceux qui connaissent Laravel, vous allez dans la configuration, je vous montre rapidement, j'ai mes imports en haut, et après je définis mes queries ici. Donc là je dis j'ai une query restaurant, une query cuisine, une query cities, tout un tas de choses, j'ai une mutation. Après ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi créer .endpoint. Vous vous rappelez, je vous avais dit, il y avait un endpoint qui s'appelle GraphQL, on peut en fait en créer des autres sur lesquels on va modifier le header. En fait, moi, ce que j'attends dans le payload, c'est qu'il y ait une authentification sur la mutation. En gros, avant ça, je mets un filtre et je vérifie qu'il y a un token qui soit dans le header et avant de pouvoir faire la requête, quoi. Donc en fait, on peut customiser un petit peu. Je sors de là, après, il faut définir les types en bas. Du coup, sur l'implémentation, alors c'est un petit peu freestyle sur l'implémentation en PHP, mais moi du coup je les ai mis dans Symfony, Laravel, même combat. À un moment vous retrouvez là où vous avez tous les contrôleurs. Moi je les ai fait colloquer avec les contrôleurs et j'ai mis par exemple dedans ici queries, et celle que je voulais qu'on regarde c'était la restaurant. Donc en gros j'ai ma définition de query,
Donc c'est ce que vous avez un petit peu tout à l'heure, là c'est la version PHP, donc je fais une classe, elle est en query, donc là vous avez tous les imports, donc vous voyez bien référence à un ribbing. Les attributs, bon ça c'est les trucs de base pour donner des informations. Le type auquel je fais référence, donc je sais que restaurant ça va être une list of restaurants. Donc en gros mon API c'est pour aller collecter tous les restaurants. Après je peux passer des arguments. J'ai passé tout un tas d'arguments. Bon, je l'ai rendu vraiment, elle est vraiment pratique. On va dire ça comme ça. Du coup en haut j'ai search, donc je peux passer je peux directement aller, c'est comme si vous aviez un Elasticsearch. Après sinon je peux aller chercher par ID, le slug, les names, bon, ça te file. Et après j'ai aussi un truc avec distance. Voilà. Si je vais dézoomer pour que vous voyez un petit peu globalement. C'est une classe grosse comme ça. Alors, le résolveur il est un peu massif parce que j'ai tous ces arguments sur lesquels j'applique mes filtres. Mais voilà, le résolveur il est là. Si je rezoome un peu, le search, là je fais référence à mon élastique. Ça nous intéresse pas. Là par contre, si j'ai une ID, comme d'hab, le petit set de base, je vais chercher par l'ID. Il nous retourne directement. Après j'ai mon instance de query. Ici, ce que je fais, c'est que je rajoute des filles qui sont obligatoires. Par contre, c'est deux choses qui sont intéressantes. C'est que le with et select, ça va être tout. Quand vous ouvrez ça va faire référence au select. J'avais name, j'aurais pu avoir date of birth ou quelque chose comme ça. Ça va être les paramètres, les arguments qui sont attendus dans le select. Donc en fait, en gros, automatiquement, il va aller résoudre. Il utilise le hello count, le query builder de Laravel, et il va directement chercher les informations qu'il a besoin. Là, il fait appel aux relations, donc vous avez le with, donc c'est à peu près la même chose qu'à faire un with, quoi, c'est ce que c'est. Ça, on s'en fout, c'est un truc de distance. Et après, à la fin, j'ai rajouté des petites fonctionnalités sympas où je peux faire une limite, je peux faire un offset, et je peux faire une pagination. Et à la fin, je retourne ma liste. Je peux rapidement vous montrer le type. Type, c'est un mapping de ma base de données, donc j'ai une ID, j'ai un name, non nul, c'est un integer comparé à tout à l'heure. Slug, un type, et peut-être le plus intéressant, ça serait la relationship qui va être qui est là. Donc en fait, c'est une list of type cuisine. Donc très simplement, en fait, vous spécifiez que la relationship, ça va pas vous retourner. Enfin, si vous allez chercher le name, ça va être un string. Là, dans le cas-là, ça va retourner une liste de type cuisine. Et donc, évidemment, dans mon modèle, j'ai toute la résolution qui est faite. Maintenant, je vais vous montrer en live ce que ça donne. Donc, j'ai un admin, comme ça, sur lequel j'ai un site. Donc, mon site s'appelle Bonap, c'est un site qui référence les restos. Et si j'ai mon GraphQL, donc là, on voit ce qu'on voit directement, c'est que je vais laisser vous voyez. 5 minutes. Voilà les attributs que je peux aller consulter. Donc, je vais chercher mon restaurant. Sans rien avoir à passer, je peux directement chercher le name, je fais ma requête. On est un peu lent, là je suis sur mon téléphone. On va voir. 762 millisecondes. Tout à l'heure, un petit peu plus tôt, j'étais plus autour de 48 millisecondes. Ça va dire que c'est la drôlerie qui. Ouais, donc name, voilà, je peux aller consulter, ID, c'est pratique. Du coup, c'est pas très pratique, mais du coup, par exemple, je peux faire un slug égal. Là, par exemple, j'ai un truc qui s'appelle Burger Joe. J'appelle, bam, je me retourne à ID. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que c'est pratique pour un front-end, c'est parce qu'il peut chercher ces informations lui-même sans avoir à aller taper à la porte du back-end et se dire ouais, j'aimerais que ça fasse ça, la structure de données c'est comme ça, le contrat c'est comme ça, si tu le changes, je te tape. Parce que voilà, c'est ça le truc, si on veut développer en parallèle, ça peut vite être chiant en fait de faire des API. Donc je voulais vous montrer un peu en termes de rapidité, mais j'ai l'impression que sur mon téléphone ça va pas le faire, donc c'est quand même aussi rapide. Je pense que c'est pas le plus rapide, c'est pas vendu pour dit comme être rapide, mais ça l'est quand même. Par exemple, quelque chose que j'ai beaucoup dans ma base de données, c'est des plats. Et si je devais aller chercher comme ça, bon, là on va voir que la requête va être un petit peu longue. Si on regarde, bon, 535, ce qui est beaucoup, on va dire que c'est vous voyez le nombre de données qui est retourné, donc du coup, si je devais passer la description, si on regardait la taille de la requête, je pense qu'on a bien quelque chose, voilà. On a 30 kilos qui est retourné. Une seconde.
trop long, mais on va dire que c'est la requête du téléphone. Donc du coup, là en gros, on est bien sur un client, hein. Je passe par le navigateur, je fais ma consultation, c'est ce qui se passerait si on faisait des requêtes en Ajax. Du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, finalement, ça reste toujours un serveur. Donc on peut, si on avait un client serveur, donc en fait, ce que je dois par là, c'est que j'ai aussi un site qui est découplé de l'API GraphQL que je vous ai montré, qui lui est distant, et c'est une application Node.js sur laquelle je fais juste des queries. Et donc là, par exemple, c'est là que je vous disais que j'avais mon Elastic. Si je faisais une requête, donc c'est quand même assez sauvage, là je regardais le nombre d'informations que je cherchais pour aller chercher la lettre Q, c'est quand même énorme. C'est méthode. Il y a la police. Donc voilà, bon, je vous montre rapidement. Ça arrive à mettre une demi-heure à la charger, mais voilà, en gros, c'est pratique pour ça. C'est parce que vous pouvez aussi faire vos requêtes de côté backend, comme si vous étiez un RPC. Et du coup, vous pouvez aller consulter vos informations, les mettre en page sur page. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai un XJS. Au moment de l'appel au serveur, je fais l'appel sur backend, je le sers dans la vue. Et voilà. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, ça fait différent.